Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur la télévision togolaise et vous faites bien car c'est l'heure du sport. Tradition une fois encore respectée pour la journée nationale du sport. Pour l'acte 29, ce samedi, les populations de la commune Golfe 5 ont répondu à l'appel de Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe. Dans cette commune, nous irons pour vivre l'ambiance qui a régné ce matin. Élection à la Ligue régionale de football au Golfe. Le suspense a pris fin ce samedi avec l'élection de Amenti Valentin, conduit par la liste Nouvelle Vision. Oui, nous en parlons également dans cette édition. Les rideaux sont tombés depuis hier sur l'édition 2025 des championnats sportifs de l'Université de Lomé avec le sacre côté football masculin de FSHS, entendez faculté des sciences humaines et de la société. C'était au cours de la finale jouée contre la faculté des lettres et a battu 1-0. Enfin, démarré le 20 mars dernier avec la 5e journée, les éliminatoires du mondial 2026 en zone Afrique ont pris fin depuis mardi dernier avec les rencontres de la 6e journée. Les éperviers, pour leur part, étaient face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Rencontre soldée par une défaite 2-0. Que retenir donc de ces deux matchs des éperviers et quel bilan pour le sélectionneur Nibombé Daré depuis son arrivée à la tête de la sélection? C'est la grande question qui fera objet de discussion tout au long de ce magazine. C'était le sommet. Amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois encore pour ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive de la semaine d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Sport et Détente de ce samedi, la dernière de ce mois de mars. Voilà, au plateau, je suis avec le coach Adam Fazazi. Coach, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comment ça se passe? On sait qu'on est à la veille de la fête de Ramadan. Ça se passe comment chez vous? Oui, il faut toujours, ça se passe bien. Il y a toujours les coups de fil. On se souhaite bonne et heureuse année et on se projette déjà sur l'avenir. On se dit encore qu'on a eu un mois plein pour être encore plus proche de notre Seigneur. Et maintenant, on a eu l'occasion aussi de faire les doléances et de faire des prières. C'est ça. On suppose que ces prières ont été exaucées et on attend voir dans les jours à venir comment ça va s'évoluer. Voilà qui est bien dit. Tout au long de cette émission, on fera un coucou spécial à toute la communauté musulmane du Togo à l'orée de cette fête. Je vous l'annonçais tantôt, dernier samedi du mois, journée nationale du sport sur le terrain du CEG à Vénou. Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe s'est mêlée à la foule pour une séance dynamique de la Zumba. Objectif, réveiller les muscles, mais aussi rappeler l'importance de faire du sport. Ségine Raimondo. Énergie, engagement et cohésion. À Golfe 5, la journée nationale du sport a pris une tournure exceptionnelle avec la participation active de Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe. Sur le terrain du CEG à Vénou, pas de spectateurs, que des participants. Madame le Premier ministre donne le ton. Bouger pour la santé, bouger pour le vivre ensemble. Madame Kouadja Isbatou, professeure de sciences, se dit émerveillée par cette initiative. Et surtout, la participation du Premier ministre la motive et lui donne envie de s'engager encore plus. Madame le Premier ministre, son arrivée ici ce matin était une grande satisfaction pour nous, pour moi, pour toute la population du Golfe 5 ici, réunie ce matin. Parce que c'est un signe d'encouragement et nous dire qu'à travers le sport, nous pouvons avoir la santé. Elle a témoigné, elle a fait les mêmes gestes que nous. Et donc nous avons vu ce matin que vraiment l'autorité nous a apporté un bon message d'encouragement et nous ne pensons plus baisser les bras. Nous allons toujours suivre son exemple.
Le sport, c'est la santé, mais c'est aussi un moteur de paix et de solidarité. Les maîtres mots sur lesquels a insisté le Premier ministre après les exercices. La première chose, c'est prendre soin de soi. Et ce que nous venons de faire contribue à ce que nous ayons une meilleure santé. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Quelqu'un qui pense à ça, qui vous dit, vous devez penser à vous. Quand vous vous levez, vous devez être en bonne santé pour pouvoir aller à l'école. Vous devez être en bonne santé pour pouvoir aller au marché. Vous devez être en bonne santé pour aller au travail. Ça, c'est la première chose. Trouver le moyen de se mettre en santé. Mais au-delà de cet effort de se mettre en santé, c'est aussi le fait qu'on se retrouve. Chacun peut faire le sport chez lui. Hein. Alors, mais quand on se met ensemble pour le faire, c'est encore plus beau. On fait tous partie de la même famille, de la même nation. Et donc, le fait qu'on se trouve ensemble pour faire le sport permet ça nous permet de nous découvrir. Hein. Tout à l'heure, quand je me suis rapprochée des élèves, on a échangé un tout petit peu. Donc, ça permet de se découvrir et de se rendre compte que chacune d'entre vous est une force, est une chance pour le Togo. Et quand on est conscient de cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de soi-même et on prend soin des autres. Le sport contribue à asseoir la paix, la cohésion nationale, la cohésion sociale. Ce que je voudrais donner comme conseil, puisqu'il y a beaucoup d'élèves ici, jeunes élèves, vous êtes l'avenir du Togo. C'est l'investissement le plus sûr, c'est ce que nous faisons avec vous, les élèves, pour vous donner la bonne éducation, la bonne formation, pour vous permettre d'être en santé. Vous voyez, sous la mur de l'accès au service de santé, même quand les parents n'ont pas les moyens de nous prendre en charge, tout cela contribue à faire de vous des citoyens qui sont en forme, qui sont bien formés et qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Et donc, je vous demande d'être assidus, de respecter vos parents, de respecter les enseignants, de prendre toujours soin de vous. Je m'adresse particulièrement aux jeunes filles. Vous avez les mêmes chances de succès que les garçons. Il n'y a qu'une différence. Tout est en vous, tout dépend de vous. Et quand vous mettez en œuvre ce qu'on vous enseigne, que ce soit les enseignants, les parents, je vous assure que vous réussirez votre vie. Vous irez très loin. Un défi relevé, une énergie partagée. La journée internationale du sport s'impose plus que jamais comme un rendez-vous incontournable pour la santé et l'unité des Togolais. Dans la commune d'Aguanivé 1, c'est sur le terrain du lycée de la localité que l'acte 29 de la Journée nationale des sports a été observé. Tiens, Piutouba. La commune d'Aguanivé 1, 260 000 âmes environ, sur une superficie de 37 km², soit 3 700 hectares. Elle est ce samedi 29 mars 2025 au rythme salvateur de l'acte 29 de la Journée nationale des sports. Des instants sans distinction d'âge, de sexe, d'origine, de rang social et au cours desquels se dégage une intense chaleur humaine. Si vous allez dans la ville assiégée, allez, on va gagner. Esprit très cher au premier sportif togolais Fornia Singbe, qui continue d'ailleurs de le promouvoir à travers le pays. Le chef de l'État, il avait pleinement raison d'instituer cette journée, la Journée nationale des sports, qui s'observe chaque dernier samedi du mois, histoire de permettre à nos populations de se donner aux activités physiques et sportives, permettant donc de renforcer le bien-être, la santé, mais aussi de se retrouver dans les communautés, de renforcer les liens sociaux, le vivre ensemble. Ce même esprit est défendu par les premiers responsables de la commune d'Aguanivé 1.
C'est une joie, comme je l'ai dit tantôt, pour les populations de la commune d'Agogne-Ivé d'accueillir cet événement parce que, comme on le dit, le sport, c'est la santé et qui est en bonne santé peut atteindre tous les objectifs. J'invite toute la population de la commune d'Agogne-Ivé non seulement d'attendre de sortir lorsque la commune les appelle, mais de faire un effort pour que tous les samedis qu'ils puissent sortir. Le terrain est grand, ça peut accueillir beaucoup de personnes pour faire du sport, pour suivre un peu, car comme on le dit, un esprit sain dans un cœur sain, et ça fait du bien. Le message apparemment n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. C'est très agréable puisque le sport c'est la santé. C'était très convivial. Il y avait l'ambiance, tout le monde était intéressé, moi-même j'étais intéressée. Et bon, chaque samedi on se retrouve ici. Et puis par médaille, j'avais même oublié qu'aujourd'hui c'est le dernier samedi du mois. Heureusement, aujourd'hui je suis arrivée. Et puis l'ambiance déjà, ça m'a emballé. Et puis je me suis lancée dedans en même temps. Très intéressant. Tellement intéressant que le préfet d'Agogne-Ivé, Tinaka Diabalo, et le conseiller en communication, Alba Gilbert, de la ministre des Sports, ont exhorté à la pratique régulière et à l'unisson du sport. Cet acte 29 de la Journée nationale des sports se referme à Agogne-Ivé 1 sur la thématique des inondations développée par l'Agence nationale de la protection civile et la remise d'équipements sportifs. Car le sport, c'est la santé. Merci beaucoup. Voilà, coach, l'acte 29 de la Journée nationale des sports. Mais avant que vous ne répondiez à la question, nous sommes rejoints sur ce plateau par le confrère Roméo Mileko. Roméo, bonsoir et bienvenue. Merci, salut Sonia, salut à tous les téléspectateurs. Très heureux d'être encore là cet après-midi. Ça fait 2 jours, comme dirait l'autre. Oui, ça fait 2 jours et ça ressemble à une éternité. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés. On est ravis de vous avoir, nous aussi. Voilà, coach, je le disais, c'est la Journée nationale des sports. On a fait du sport ce matin? Oui, c'est devenu une habitude, c'est rentré dans les habitudes, c'est très intéressant. D'abord, faire le sport, c'est la santé, et puis on se retrouve en famille, et puis c'est surtout que quand on a la chance d'avoir les autorités à côté, d'habitude on les voit un peu difficilement par rapport aux agendas, mais si on se retrouve sur le même terrain, partager les moments et puis même avoir le message, c'est motivant pour les jeunes et surtout lorsqu'on en écoutant le Premier ministre, c'est très important parce que c'est un exemple, hein. Donc ça fait que quand elle parle, ça motive et surtout pour les jeunes filles, ils doivent comprendre que lorsqu'on se met au travail et qu'on est discipliné, on peut arriver, on peut relever aussi les grands défis comme les hommes. Oui, Roméo, c'est important, hein, quand on court pour nos activités quotidiennes, il faut pas oublier aussi le côté sport parce que il va dans l'intérêt de notre santé. Bien sûr, parce que le sport, quoi qu'on dise, se retrouve un tout petit peu dans les allers-retours que nous faisons, certes, mais quand vous vous consacrez juste ne serait-ce qu'un petit temps aux activités proprement dites, vous courez, vous sautez, vous faites un peu de gymnastique. Oui, ça quand même permet au corps d'être solide et c'est dans votre intérêt comme vous venez de le dire parce que c'est ce qui vous permet quand même d'avoir la bonne santé et librement vous allez vaquer à vos occupations. Quoi qu'on dise, aujourd'hui nous jeunes, on a l'habitude d'oublier un tout petit peu l'importance du sport dans nos vies et ça nous porte préjudice. Certains comme moi par exemple, depuis le bac sport, on ne connaît plus on se situe les terrains, à part peut-être d'aller faire le reportage. Non, ce n'est pas une bonne chose. Et les derniers samedis du mois, comme le gouvernement l'a institué, je pense que c'est une très très bonne chose pour nous quand même qui n'avons pas l'habitude de le faire, de moins dégager ne serait-ce que 2 heures pour aller faire les activités avec les autres ces samedis-là. Tout autre sujet à présent. Les rideaux sont tombés sur les championnats sportifs de l'Université de Lomé, édition 2025. En finale disputée hier vendredi, la faculté des sciences de Lomé, de l'homme et de la société FSHS a pris le dessus sur son homologue des lettres, langue et arts, la FLA. 1-0. Le résumé de la partie, c'est avec Sergine Raimondo.
Les rideaux sont tombés sur les championnats sportifs de l'Université de Lomé, édition 2025. En finale disputée hier vendredi, la faculté des sciences de l'homme et de la société FSHS a pris le dessus sur son homologue des lettres, langues et arts, la FLA. 1-0. Le résumé de la partie, c'est avec Céline Raymond. Bon, on me fait signe que le sujet n'est pas encore prêt. Voilà, on va aborder un autre sujet. Les arbitres de football se préparent activement pour la phase retour du championnat national de première division. Un stage de 2 jours les a réunis hier à Lomé et à Kara. Il vise à outiller davantage ces officiels pour une fin de saison bien réussie. Tiens, Putba. 2 jours de formation pour remettre à niveau les arbitres qui officient les matchs de championnat nationaux de football de première et deuxième division. Ces derniers ont su diriger les différentes rencontres de la phase aller, les 13 premières journées de la D1 et les 7 de la D2. Toutefois, l'encadrement juge nécessaire de corriger les quelques manquements enregistrés en vue d'une phase retour beaucoup plus reluisante. Disons que la première partie a été passable, malgré quelques écueils. Et ce que nous attendons maintenant des arbitres, c'est d'être excellents. Et ça passe nécessairement par une formation. Pour faire les championnats d'élite, il faut être excellent. Donc, excellence, nous ne pouvons pas vous désigner sur le match. Mais avant d'être excellent, il faut apprendre à l'enfant ce qu'il doit faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a tous les arbitres, tous les 198 arbitres qui officient les championnats d'élite du Togo, et première et deuxième division, et répartis en 2 zones, et zone sud et zone nord. Cette même mission s'exécute dans la ville de Kara. Les attentes sont nombreuses côté bénéficiaires pour répondre efficacement aux exigences de la saison sportive. On a parlé de beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu plus l'intégrité de l'arbitre. Un arbitre doit être intègre dans la prise de décision. Mes attentes, c'est recevoir beaucoup plus de bagages pour pouvoir amorcer la deuxième phase de la saison qui va bientôt commencer. C'est vraiment une bonne initiative. On nous rappelle un tout petit peu ce que nous avons eu à faire dans les matchs passés, les erreurs qu'on a eu à faire, et on nous demande à mieux nous comporter sur les journées à venir. C'est quand même une phase très importante qui nous amène à être beaucoup plus précis dans nos décisions. On est là pour ça et il faut toujours être beaucoup plus excellent chaque jour que cela se donne. Les instructeurs sont cooptés à cet effet pour passer au peigne fin certains aspects des lois du jeu. Les modules sont les modules qui posent très souvent problème. Il y a le challenge, c'est-à-dire quand on dit challenge, disputer. Oui, vous disputez le ballon, comment vous le disputez pour que ça ne soit pas une faute. Et à travers le challenge, nous avons la faute tactique qui découle du challenge. Parce que les lois du jeu sont comme une perle. Donc il y a les fautes tactiques qui découlent du challenge. La faute tactique, nous avons la faute de main constitue une faute. Ce n'est pas à chaque fois quand le ballon prend la main qu'il faut siffler une faute. Nous allons faire également les incidents de la surface de réparation. Pour les assistants, nous avons prévu le hors-jeu parce que le hors-jeu a été beaucoup modifié. La position de hors-jeu n'est pas une infraction. C'est quand il faut le sanctionner. Donc nous avons sélectionné certains clips que nous allons leur montrer pour édifier ces thèmes-là, ces différents thèmes. Ces 2 jours de formation prennent en compte la théorie et la pratique. Pour joindre la pratique à la théorie, ce samedi, formateurs et stagiaires se sont retrouvés au stage de Kégué. Culture physique et démonstration ont meublé la séance. Nous retrouvons Tien Piutuba. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Terenga, dans leur tanière du stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, ont su rugir face aux éperviers du Togo. Pourtant, ces derniers combatifs, en début de partie, pêche malheureusement à la 34e minute. Sur une pète de balle de Yao Anor, Pape Mokhtar Sarr à l'affût surprend le goal Moro Youssif. Sénégal 1, Togo 0. Score à la pause. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps? Une première mi-temps
Je disais donc, pour joindre la pratique à la théorie, ce samedi, formateurs et stagiaires se sont retrouvés au stade de Kégué. Culture physique et démonstration ont meublé la séance. Nous retrouvons Tché Putba. Avec le sujet, on va revenir au courant de cette édition. Voilà, coach, la formation à l'endroit des arbitres qui officient dans les divisions d'élite, notamment la D1, le NATO et la deuxième division. C'est toujours bien de se faire former. C'est toujours parce que les choses évoluent très rapidement. C'est toujours bien à la fin de la phase aller de faire d'abord le bilan et après le bilan de suivre encore une formation, surtout pratique, parce que c'est très important. Je pense que c'est une bonne initiative, ça c'est intéressant pour rappeler ou corriger les erreurs, discuter entre des frères, entre des collègues pour savoir, et aussi soulever aussi des réalités parce qu'ils vivent aussi des réalités par rapport au stade, par rapport à leur déplacement, par rapport à leur environnement aussi. Donc quand ils se retrouvent comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis il faut corriger, ça se corrige aussi et maintenant il faut encore améliorer, comme l'a dit l'instituteur, il faut être excellent. C'est quand on est excellent qu'on est apprécié parce qu'on ne peut pas faire les choses à peu près, on ne peut pas prendre des décisions imaginaires, il faut que ça soit précis. Donc je pense que c'est une très bonne chose et ici, il y a aussi la pratique parce que c'est des gens aussi, il faut courir aussi, il faut du sport aussi, il faut suivre, il faut être plus proche des actions, tout ça là, il faut s'améliorer. Donc à chaque fois, il faut ces genres de tests là pour voir qui peut mieux faire, et qui est en forme, qui est stable parce que c'est des hommes. Il peut arriver qu'il y a un peu de défaillance, donc il faut quand même un suivi. Et maintenant, derrière ce suivi-là, il faut aussi beaucoup de motivation. Je pense que s'ils sont motivés, ils vont bien donner, comme ils vont donner le résultat sur le terrain. Oui. Roméo, chaque jour, chaque moment, les lois du jeu changent. Et donc, c'est important que les arbitres aussi soient au parfum de ces changements-là. Surtout et ça passe par ces genres de formation. Voilà, surtout eux, les arbitres, parce que quoi qu'on dise, ils sont les éléments très déterminants dans le résultat d'un match. Et donc, on sait très souvent que les matchs qui finissent avec des violences, des coups de poing, c'est souvent des décisions des arbitres qui entraînent tout ça. Et donc, vous prenez aujourd'hui l'Europe, les pays où le football est très développé, les arbitres sont aidés quand même par la vidéo assistance. Mais ici, encore, quoique chez nous, nous n'avons pas, nous ne disposons pas de la VAR et tout ça. Et donc, il faut ces genres de formation, de recyclage, des discussions souvent entre eux pour quand même se partager les expériences, savoir vraiment que voilà, telle loi a évolué, on ne peut plus apprécier cette situation-là de la même manière, il faut voir ça sous cet angle et ainsi de suite. Et je pense quand même que oui, en tout cas, les arbitres sont dans la bonne dynamique, la bonne direction, parce qu'il y a longtemps qu'on parle beaucoup moins de violence sur nos terrains maintenant, ça veut dire qu'il y a des progrès qui sont réalisés. Je pense quand même que ces genres d'initiatives sont les bienvenus pour pouvoir permettre à nos arbitres d'aller encore au haut niveau. Oui, je le disais dans le sommaire, élection à la Ligue régionale de football au Golf. Le suspense a pris fin ce samedi avec l'élection de Amenti Valentin menée par avec la liste Nouvelle Vision. Roméo, finalement, on voit le bout du tunnel. Là. Après maintes reports, finalement, on a déjà le président de la Ligue régionale de l'Omer Football. C'est une bonne chose. Maintenant, on ne peut que dire ouf, c'est un ouf de soulagement. Voilà, quand on a assisté au feuilleton qu'on avait assisté entre-temps, ce n'est pas véritablement bien pour notre football. Et je pense quand même que le choix de cet homme n'est pas anodin. Valentin Amenti, tout le monde le connaît, tout le monde sait comment ce monsieur s'investit dans le football et tout ce qu'il a envie quand même de donner. J'ai eu quand même la chance d'écouter son interview avant d'arriver. Et je pense que c'est quelqu'un qui est conscient des tâches qui l'attendent, quoi. Il a quand même envie d'apporter quelque chose
Aujourd'hui, on lui a donné la clé, il a la responsabilité. Il faut qu'il prouve maintenant sur le terrain. Et je pense que ce travail-là va se faire en harmonie avec les autres candidats. On ne peut pas considérer qu'ils sont des opposants ou ils ont échoué, donc leur rôle est fini. Non, je pense qu'il va quand même... C'est le football togolais justement qui doit gagner. Donc du coup, il doit tendre la main à tous ces gens-là. Aller chercher aussi leurs idées, venir greffer sur la sienne, et je pense que ça va lui permettre quand même de faire un très très bon mandat, et ce n'est qu'à la fin qu'on va le juger. Sinon, aujourd'hui, oui, on est fiers d'avoir quand même un président à la tête de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Oui, coach, un nouveau mandat, une nouvelle vision, comme son nom, la liste de son nom. Oui, comment dirais-je, le président Métis, il connaît bien cette ligue-là. Il a fait cette ligue pendant longtemps, donc ce n'est pas une surprise. Il était un bon dauphin par rapport au président sortant. Donc je pense qu'avec cette qualité, il va beaucoup travailler. C'est un monsieur qui est très humble, qui aime le travail, qui aime le bon travail. Donc j'espère qu'il sera accompagné par son bureau, par tout le monde. Souvent, pour faire les élections, on se retrouve à un nombre 12, 15, mais à la fin, c'est une seule personne qui travaille. Les autres ne sont pas disponibles à accompagner et souvent ça échoue. Donc c'est un projet d'un groupe. J'espère que tout le groupe doit travailler, surtout que la Ligue, c'est une grande ligue, c'est une très grande ligue. Donc maintenant, ne pas oublier aussi les autres candidats malheureux qui sont des grands footballeurs aussi. On a ensemble Servons le football togolais, conduit par Tété Amouzou, nouveau départ dirigé par Carlos Solim Pochol. Voilà, tout le monde peut apporter. Je pense que c'est des grands messieurs qui sont prêts aussi à apporter, à aider. Donc c'est au président gagnant qui doit tendre la main, qui doit aller les chercher, et peut-être chacun avec son projet, ils peuvent se retrouver, faire un seul projet et le faire, parce que c'est pour l'avenir des jeunes là qu'on veut aider, des jeunes talents qu'on veut aider. Sinon c'est une bonne chose. C'est l'occasion aussi de féliciter aussi la fédération, parce que ce feuilleton, on ne s'attendait pas à cette fin là. Vraiment. Parce que ça a créé beaucoup de choses, et on se disait que c'est la fédération qui avait choisi ces candidats, mais par après, c'est les tests qui ont été respectés, et jusqu'à la fin, on a vu que c'est les tests qui ont été respectés, et puis le meilleur, celui-là qu'il le faut, a gagné. Donc la commission aussi qui a organisé cette élection aussi, c'est à féliciter. J'espère que c'est une bonne chose. Maintenant, ensemble, on va se retrouver autour de ce projet-là pour faire développer les jeunes de la Ligue de Lomé Golf. Abordons à présent le chapitre des éperviers dans ce magazine. Éliminatoire mondial 2026 en déplacement au Sénégal mardi pour le compte de la 6e journée. Les éperviers du Togo se sont inclinés 2-0 devant les Lions de la Teranga. Le résumé de la partie, c'est avec Claude Ama. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga, dans leur tanière du stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, face aux éperviers du Togo. Pourtant, ces derniers combatifs, en début de partie, pêchent malheureusement à la 34e minute. Sur une pète de balle de Yao Anor, Pape Mokhtar Sarr à l'affût surprend le goal Mourou Youssif. Sénégal 1, Togo 0. Score à la pause. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps? Une première mi-temps plutôt équilibrée, parce que le Sénégal n'a pas montré grand-chose. Les Togolais très sérieux qui ont essayé de poser la balle ont été calmes. Les attaquants pour une première fois ont montré un état d'esprit autre que celui du week-end dernier. Ils ont fait des pressings pour gêner les premières passes sénégalaises. En tout cas, le Togo aurait mérité d'arriver à la mi-temps avec le match nul. Mais sur une erreur, une mauvaise passe, on a pris un but contre le cours du jeu. Non, pas contre le cours du jeu, les Sénégalais s'étaient montrés beaucoup plus tranchants. Mais le Togo a tiré plusieurs fois au but, donc 3 tirs cadrés au moins. Je pense que c'est une bonne chose. Une belle première mi-temps pour les Togolais, mais il faut faire mieux en deuxième mi-temps pour essayer de revenir au score. Revenus avec de meilleures intentions, les éperviers tentent de refaire le chemin perdu. Hélas, ils finissent par lâcher prise en encaissant un second but signé Khalidou Koulibaly à la 76e minute. Malgré la farouche volonté affichée en fin de partie, les éperviers s'inclinent 2-0.
En septembre, les éperviers 4e de leur groupe B se rendront en Mauritanie pour y défier les Morabitou lors de la 7e journée. À la fin de la rencontre, le chef de la délégation togolaise Tchagani Ouro Gandhi et Hans Masro, journaliste sportif, se sont prononcés au micro de Claude Amon. Nous les écoutons. Je voudrais remercier tout d'abord nos autorités pour les moyens mis à disposition de la délégation en vue de préparer l'équipe et d'effectuer le voyage du Sénégal pour affronter les Lions de la Teranga. Je dirais que c'est un sentiment de déception. Et déception eu égard au contenu du match, parce que j'ai vu nos joueurs se donner à fond, aussi bien dans la récupération du ballon que dans la construction des phases offensives. J'ai constaté que le match s'est joué sur des détails, mais je retiens d'une manière globale que nous pouvons avoir espoir avec cette équipe parce que les joueurs sont jeunes et on sent que si un travail sérieux est fait autour de ces jeunes-là pour leur permettre dans un premier temps d'améliorer leur qualité technique, leurs conditions physiques et tactiques. Je pense que nous allons vraiment avoir une équipe compétitive qui va donner des résultats dans les mois, dans les années à venir. Il faut dire que l'équipe togolaise n'a pas été ridicule loin s'en faut parce que avant cette rencontre, on pensait que les Togolais allaient être complètement démolis, étant entendu que c'est face à un cadre du continent, le Sénégal. Mais que nenni, les joueurs, je pense, se sont transfigurés. C'est vrai que c'est ce match nul face à la Mauritanie, à Lomé, qui avait l'allure, disons, d'une défaite. On a vu une équipe déterminée et il y avait également un plan de jeu clair et qui se disait. Maintenant, ce qu'il faut regretter, c'est juste quelques erreurs qui ont conduit à ces débuts. Mais dans l'ensemble, les Togolais, je crois, ont tenu la dragée haute au Lion de la Teranga du Sénégal. On aurait souhaité que cette détermination puisse vraiment transparaître durant toutes les rencontres que les éperviers ont jouées. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, il faut tirer de la bonne graine de ce qui a été fait au cours de cette rencontre et continuer sur cette même lancée, histoire d'avoir une ossature pour les échéances à venir. Ce n'est pas encore fait, tant que la messe n'est pas dite, il faut toujours garder espoir. Je crois que si l'équipe se remobilise, si tout le monde prend conscience par rapport aux enjeux de cette rencontre et de cette compétition, il y a des
nous nous sommes dit qu'on va reconstruire. Nous avons un effectif jeune. Mais maintenant, est-ce qu'on a la bonne formule de la reconstruction? Donc, c'est ça qui est inquiétant. Les résultats, c'est vrai. Aujourd'hui, on s'est dit que ce n'est pas encore ça. Mais est-ce que ça, on peut rater les résultats, mais être sûr de notre effectif, que d'ici peu, on peut trouver un bel effectif. Si aujourd'hui, on n'a pas le résultat, oui, mais on n'a pas l'effectif. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Donc, c'est à nous de voir comment nous allons, par quels moyens nous allons reconstruire notre équipe, soit en se basant sur les joueurs locaux, d'abord pour bâtir une équipe locale, soit on fait ce mélange-là réussi, soit, c'est-à-dire qu'entre les professionnels et les locaux, et aussi revoir le cas des binationaux aussi, parce que c'est aussi une autre formule. Donc, pour qu'on puisse bien construire, on sait que, ok, depuis un certain temps, on a quand même le gardien, on a quand même une bonne défense. Maintenant, on est en train de chercher au niveau du milieu du terrain qui il faut pour avoir une bonne équipe, et aussi revoir aussi au niveau des attaques. Donc, tout ça là, on est sûr, sûrement qu'on est sûr qu'on est en train de reconstruire. Mais si à chaque match, on attend un autre effectif, je pense que ça serait difficile de reconstruire notre équipe. Oui, Roméo, en 6 journées, on s'en sort avec 4 points, quatrième dans le groupe B, derrière la RD Congo, 13 points, le Sénégal 12 et puis Soudan 11 points. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui manque à la sélection jusqu'à présent pour qu'on arrive à ces résultats-là? Enfin, ça va être compliqué d'imputer cette responsabilité-là à telle ou telle personne. Vous savez, c'est une responsabilité collective. C'est un échec collectif, quoi. C'est ce que le coach vient de dire. Aujourd'hui, déjà, même quand vous prenez ceux que nous avons sous la main, les joueurs que nous avons sous la main, vous prenez juste, ne serait-ce que le niveau. C'est pas pris sous d'autres cieux. C'est des joueurs qui ne sont pas titulaires en équipe nationale, ou presque ne sont même pas convoqués. Soyons honnêtes. Maintenant, c'est ce que nous avons sous la main. Pardon de vous couper. Il parlait tout à l'heure des joueurs locaux, de miser sur les joueurs locaux. Mais les joueurs locaux, eux aussi, ils déçoivent. Puisqu'on a vu ce qu'ils ont produit lors du CHAN, les éliminateurs du CHAN. Oui, une chose est quand même de les prendre à la va-vite pour une compétition, mais une autre est de les laisser le temps ou de les faire progresser dans le temps. Ça dit que le football aujourd'hui demande du temps que, en fait, vous n'en avez pas. Au même moment, on vous dit qu'on va vous laisser le temps de progresser. Au même moment, on vous demande des résultats. Et là, il revient aux joueurs de se dire, ben, ok, c'est ma carrière qui est en jeu. Je vais dans une compétition où je veux me faire voir. Les joueurs donnent tout. On a vu, c'est pas de la magie. Le Ghana l'a fait en 2008. Avec les joueurs qui sont venus disputer la CAN ici en 2007, vous vous rappelez? Cette génération-là est là jusqu'aujourd'hui et commence par partir petit à petit avec les Ayou et les autres. C'est comme ça qu'on fait progresser les jeunes. Quand vous prenez nos jeunes de 2007 jusqu'aujourd'hui, aucun. Plus aucun. Voilà, donc quand on n'entretient pas la base, quand il n'y a pas de pépinière, quand on ne cherche pas à fabriquer un autre Adebayor, on va toujours souffrir. Et aujourd'hui, les gens tapent sur Darren Ibombe. Ben, c'est un faux procès qu'on lui fait, ce monsieur. Ce monsieur, on lui a servi un repas très chaud, très épicé. Darren n'a même pas eu la chance de faire des journées FIFA pour pouvoir huiler son système. Et là, on l'a jeté tout de suite dans une bataille perdue d'avance. Maintenant, on lui tape dessus parce qu'il n'y a pas de résultat. Darren ne peut pas apprendre à Kevin Denke de ne pas marquer les buts quand tu as des face à face. Un attaquant. Quand on sait qu'en club. Oui, mais tu marques des buts. C'est-à-dire qu'un attaquant, tu as le ballon, tu es dans la surface, tu es face au gardien, tu prends 3 secondes pour réfléchir avant d'exécuter le ballon, tu es déjà en retard. Et dans cette situation la dernière fois, soit il marque, soit il gagne un penalty. Ce qu'on n'a pas eu. Et le défenseur est venu chercher le ballon proprement dans ses pieds. Ça, c'est des situations qu'on doit voir, que nos joueurs doivent se remettre en cause, doivent se poser les bonnes questions. Et ben voilà, nous tous, on va sortir gagnant. Si les joueurs ne s'investissent pas, s'ils ne se donnent pas à fond, si également au niveau des dirigeants,
il n'y a pas cette manière, cette façon, cette mentalité-là de préparer la jeune garde, on va tourner en rond. Oui, coach, je repose ma question. Qu'est-ce qui manque à la sélection? Est-ce que on manque de vision pour vraiment faire à soi une équipe compétitive, ou bien c'est quoi concrètement le nœud du problème? Bon, peut-être ce qui nous manque, c'est peut-être comment trouver nos vrais problèmes. C'est ça aussi. Hein. C'est ça aussi. C'est peut-être, oui. C'est que ce qui nous manque maintenant, c'est de se trouver notre vrai problème. Notre vrai problème. Oui, c'est ça qui nous manque. Parce que si on n'arrive pas à trouver solution, c'est qu'on n'a pas on ne connaît pas notre vrai problème. On devait savoir d'abord notre vrai problème. Et maintenant, lorsqu'on a notre vrai problème, et on peut trouver la solution. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque journée de match des éperviers, à la veille de chaque journée, on a toujours les mots de tête. Oui. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une habitude. C'est que avant les rencontres, on se donne espoir, cette fois-ci, ça va passer. Mais à la fin du match, tout le monde, on devient énervé. Voilà. On dort mal. Maintenant, on se dit que bon, ça va aller. On prend un peu du temps, 1, 2, 3 mois, un autre prochain match arrive. Bon, on se dit que cette fois-ci... Alors qu'entre les deux matchs, on n'a rien fait. Vous voyez? C'est-à-dire que le premier match qu'on a raté, et on s'est dit que c'est de trop. Maintenant, quand on a dit c'est de trop, on ne fait rien. On attend le prochain match. Entre les deux matchs, on n'a rien fait. Le prochain match qui vient aussi nous amène dans les mêmes conditions aussi. On s'est introduit. Donc je pense que notre problème maintenant, c'est qu'on ne connaît pas notre problème. On va le régler une fois de bon. Parce que aujourd'hui, est-ce que c'est un problème du sélectionneur? Je ne crois pas. Est-ce que nos joueurs sont capables de montrer de quoi ils sont capables? Il n'y en a pas. Les locaux, c'est vrai, on vient de faire. Mais moi, je dis que les moyens qu'on met au niveau de l'équipe nationale A, si on met 1/10 au niveau des locaux, on pouvait trouver une bonne équipe là-bas. Parce que là-bas, c'est une affaire de moyens aussi. Il faut les encadrer, il faut les motiver, tout ça là. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de trouver la bonne formule, une fois de bon, pour qu'on puisse régler ce problème-là. Parce que c'est de trop. Aujourd'hui, nous ratons les CAN. Aujourd'hui, nous n'avons plus la chance de proposer, de faire des transferts de nos jeunes joueurs, parce qu'on ne participe pas au grand rendez-vous. Il faut être au grand rendez-vous pour avoir les grands managers, pour nous aider. La visibilité. Voilà, pour placer nos joueurs. On n'arrive pas à faire le transfert de nos jeunes joueurs. OK. Maintenant, on est là, à chaque compétition, on a peur de participer parce qu'au éliminatoire, on a peur et à la fin, on ne se qualifie pas. Donc, tout ça, là, ça se répète. Ça se répète. On se dit que bon, ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ne va pas? C'est ça le problème. Maintenant, c'est à nous de savoir. Tout le monde a fait le même constat. Tout le monde sait que cette fois-ci, il y a des difficultés. Mais comment on va se retrouver pour relever ce défi-là? C'est ça qui nous manque. Maintenant, on doit se retrouver, impliquer tout le monde au niveau de la fédération. Pourquoi pas impliquer les anciens présidents des fédérations? Pourquoi ne pas les inviter aussi? Parce que chacun de son côté a une formule, a un secret au niveau des coachs. Pourquoi on ne peut pas impliquer aussi les anciens? Il y a certains qui vont jusqu'à proposer une formule selon laquelle il faut qu'on se retire des compétitions. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est à rejeter. On ne va jamais le faire. Nous sommes une nation. Voilà. On doit être représenté. Il faut impliquer tout le monde au niveau des anciens sélectionneurs locaux. Il faut impliquer tout le monde, les journalistes sportifs. Il faut impliquer tout le monde pour voir est-ce qu'on ne peut pas trouver... En gros, il faut faire les états généraux. Oui, il faut impliquer parce qu'on avait eu cette chance-là. Quel était le secret? On doit aller vers là aussi. On avait vu comment ce que le football nous avait fait ici, dans les années 2006, avec les Coupes du Monde et après les Coupes du Monde. On a vu comment le football, ce que le football nous avait apporté. Donc je pense que notre vrai problème, c'est qu'on ne connaît pas pour le moment notre problème au niveau de notre football. Si on arrive à le connaître, on va le régler. Voilà, après, je crois, 8 mois après sa nomination, Nimombe Daré
À la tête des éperviers du Togo, c'est 8 matchs, dont 6 comptant pour les éliminatoires CAN Maroc 2025 et 2 comptant pour les éliminatoires Coupe du Monde 2026. 4 défaites, 3 matchs nuls, 1 victoire, 14 buts encaissés et 9 buts marqués pour les éperviers. Voilà un peu le bilan du sélectionneur. Oui, moi je dirais que c'est le bilan du Togo. Ce n'est pas le bilan du sélectionneur. Oui, bon, pour l'instant, c'est lui le patron. Quoi qu'on dise, c'est lui. Quoi qu'on dise, c'est lui. Oui. Parce que déjà, même dans les conférences, dans les sorties, il prend toutes les responsabilités. Ouais. C'est moi. Donc oui, voilà, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est son bilan. Et ce bilan-là, je suis sûr que vous le faites à la tête d'un pays comme le Sénégal, par exemple. Vous ne continuez pas. Ouais. Ça, c'est clair, c'est net. Vous ne continuez plus. Donc, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut limoger Daré Bombé? Si on limogeait Daré Bombé, est-ce que ça va résoudre nos problèmes? Est-ce que c'est ça la solution? Voilà, c'est ce que le coach vient de dire. Si nous arrivons à diagnostiquer notre problème, nous saurons que oui, on a besoin de tels remèdes. Jusque-là, on est en train de tourner en rond. Jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait, en tant que Togolais, on laisse tomber la casquette ou l'étiquette de journaliste. Oui. C'est-à-dire, en tant que Togolais, quand moi j'écoute aujourd'hui les premiers responsables de notre fédération dire que nous allons poser les bases d'un football moderne, jusqu'à quand? C'est déplorable. Ça fait pratiquement 16 ans, 3 mandats qu'on nous tient le même. C'est déplorable qu'on soit en 2025, qu'on soit à la porte de 2026, où le football se joue maintenant sur des tablettes avant d'arriver sur le terrain de foot, qu'on nous dise que c'est maintenant qu'on veut mettre en place des bases pour aller... Non, on ne peut pas se permettre aujourd'hui des excuses comme ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Regardez la dernière fois le public qui a encore fait le déplacement. Oui. Ça dit que le public, lui, joue son rôle. Mais c'est les acteurs sur le terrain qui... On le joue comment? Moi, je me rappelle la dernière fois, j'étais au terrain, certes aussi. Et quand, je crois, c'est Yao Anor qui avait bénéficié d'une passe en profondeur de renversement de jeu de Thibaut Clidet. Juste dans sa conduite de balle, il a raté et le ballon. Ben, il fallait voir la réaction du public. Tout le monde a crié sur lui. Ben, dans ces conditions, dans ces situations-là, vous venez sous d'autres cieux. Ben, on encourage le joueur. Bon, en même temps, c'est un réflexe naturel. Oui, d'accord. Mais après, quand on se ressaisit, on remotive. Ça va aller. Allez, beaucoup de courage, on applaudit. Ce n'est que comme ça qu'on est supporter. Si on vient au terrain pour venir crier sur celui-là qui va faire l'erreur ou pour venir applaudir ne serait-ce qu'un joueur qui va bien dribbler, on n'est pas supporter dans cette situation-là. C'est clair. Tout le monde doit jouer le rôle à son niveau. Nous, y compris nous les journalistes. C'est-à-dire qu'il suffit juste qu'un joueur nous envoie 50 000, 60 000 parce qu'il joue en Irak, parce qu'il joue dans un championnat exotique. À travers des voilà, articles. on commence pas à écrire, on commence pas à venir sur des plateaux et crier son nom, le vanter, parce que déjà on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à la fédération, on va le placer. Ouais. Tout ça là, ça tue notre football. Oui. Ça tue notre football. Tout le monde à son niveau doit se ressaisir, je pense, de la tête jusqu'aux pieds. Et après, bon, la providence peut régner. Dieu va écouter les prières. Et on va commencer par regagner. Quand on sait que Dieu me a dit il faut mettre ça sur ses genoux. Voilà, il va nous aider pour qu'on puisse le porter à la tête. Si nous, on ne fait rien, bon, Dieu lui ne peut rien. On peut beau prier, invoquer les ancêtres, mais bon, le résultat ne va pas suivre, quoi. Oui, il faut quand même qu'on travaille. Il faut quand même qu'on travaille. Si on ne veut pas arrêter de travailler, il faut quand même qu'on travaille. Il faut d'abord qu'on garde espoir. Ça fait partie aussi de la vie. Il y a des moments où tout le monde, on peut être en haut. Il y a des moments où on peut être en bas. Quand on est en bas, il faut qu'on se retrouve et parler. Moi, c'est l'effectif. Comment, quel est l'effectif qu'il nous faut? C'est très important parce que, sincèrement, quand vous regardez nos joueurs, souvent, quand vous les voyez jouer, souvent, c'est un peu décourageant parce qu'on se dit que c'est des professionnels. Professionnels, c'est ceux qu'ils ont, c'est leur métier. Mais quand ils reviennent, le niveau qu'ils nous présentent, ce n'est pas un bon niveau. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Nous n'avons pas aussi, il faut le dire, souvent le joueur seul, le joueur capable
peut tout changer. Le joueur, quand je me rappelle de l'action de Sadio Mané, le dernier match pour la CAN du Sénégal, dans le programme de l'entraîneur, Sadio Mané ne faisait pas partie des joueurs qui jouent les balles arrêtées dans ce match-là, le dernier match. Mais il s'est dû responsable, il s'est donné une grande responsabilité à la dernière minute, une seule minute. Il a eu balle arrêtée, il allait chercher lui-même, il a renvoyé. Celui qui était désigné à jouer, il prend le ballon, il met son fond de filet. Le Sénégal est qualifié. Vous voyez, donc, ça dit que manque à l'équipe. Voilà, même l'entraîneur n'était pas pour qu'il joue ce ballon, cette faute-là. Mais il a pris le risque et il a qualifié l'équipe. Bon, maintenant, dans notre effectif, soyons sincères, quel est ce joueur-là qui, lui seul, il peut soulever cette foule-là avec un bon résultat? Il y en a pas. Décanter la situation. C'est le même niveau. Donc, ça fait que, quel que soit le sélectionneur qu'on va amener, c'est qu'il va souffrir parce qu'il faut le joueur. C'est celui qui est sur le terrain, c'est le joueur. C'est-à-dire que le niveau du joueur, ça compte. Il doit savoir mobiliser parce que le match, un match de deuxième division, ce n'est pas la même chose qu'un match de première division. Un match en équipe nationale, ce n'est pas la même chose qu'un match dans le championnat du Togo. Les matchs là, c'est 11 contre 11. Mais sur le terrain, ce n'est pas les mêmes intensités. Ce n'est pas le même mental. Donc, on doit savoir que quand il s'agit de l'équipe nationale, il faut le joueur qui peut supporter la pression de l'équipe nationale. Sans cela que l'expression mouiller le maillot a tout son sens. Mouiller le maillot, parce que c'est très important, le mental. Lorsque le joueur vient sur le terrain de Kégué, d'abord, les matchs à domicile sont plus difficiles pour nous que les matchs à l'extérieur. C'est parce que notre public ne s'est pas accompagné souvent aussi. Il faut le noter aussi, parce que notre public arrive au terrain attendant seulement que le résultat positif. Des fois, ça peut rater, parce que je sais ce que je dis, le terrain de Kégué en maillot, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, nous devons aussi savoir accompagner ces jeunes-là quand ils arrivent. Eux aussi, quand ils arrivent, ils ne se comportent pas comme des grands joueurs pour nous donner l'occasion de les accompagner. C'est très important. Donc, je pense qu'on souffre de cette grandeur-là, de ce charisme, cette race de joueurs. Parce que quand nous regardons notre effectif de 2006, il n'y avait pas de grands professionnels. Mais il y avait des joueurs de cœur, des gens qui jouaient pour un peuple, des gens qui étaient dans le peuple d'abord et qui mouillaient le maillot. Vous voyez, et vous imaginez que je continue à le dire toujours, un joueur comme Zanzan, que nous avons dit qu'il n'est pas un joueur de top qualité. Mais depuis son départ, on n'a jamais eu un joueur de couleur gauche plus que lui. Depuis son départ, les EPV n'ont jamais eu un joueur de couleur gauche de son niveau. Alors qu'en son temps, on se disait qu'il est un joueur à peu près. Mais il a joué tous les matchs, il a été courageux, il a été patriote et il a fait la différence. On s'est dit qu'il faut trouver mieux. Mais depuis son départ, les EPV au niveau de couleur gauche n'ont pas encore trouvé un joueur qui va faire la différence. Donc c'est pour dire que notre joueur, les joueurs, la qualité de joueur même nous manque. Donc nous devons de rêver. Parce que quand les gens disent qu'on peut aller à la Coupe du Monde, c'est ça qui fait que la colère s'élève. Parce que si les gens disent encore que c'est possible que le Togo peut se qualifier, aller à la Coupe du Monde, c'est ce rêve-là qu'on doit cesser. Voilà. Parce que nous n'avons pas de joueurs, des joueurs qui peuvent faire la différence. Des joueurs, lui seul. L'entraîneur peut ne même pas dire quelque chose. Il se dit que sur le terrain, moi je dois mouiller le maillot, faire la différence. Donc tout ça là aussi, ça joue beaucoup. Donc nous devons savoir communiquer au niveau de la fédération. Parce que lorsqu'on commence un tournoi et on se dit qu'on va se qualifier, ça veut dire qu'on a déjà préparé le public, qu'on va se qualifier. Alors qu'on sait bien qu'on n'a pas l'effectif. Et si on ne se qualifie pas, le public tourne contre nous. Il n'a pas tort. Puisqu'on a déjà dit qu'on peut se qualifier. Même si on sait qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas l'effectif. Donc tout ça là, on devait savoir communiquer aussi et préparer le public aussi que peut-être si nous jouons la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pour préparer la prochaine CAN. Il y a certains qui ne veulent pas entendre. Non, c'est pour dire que c'est pour préparer une génération pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Parce qu'en ce moment-là, le public sait qu'il vient regarder un jeu, un match. Mais si on se dit qu'on va venir se qualifier et on vient perdre le match, ça veut dire que la colère s'agrandit. Donc voilà ce genre de choses qu'on devait savoir communiquer aussi. Mais notre vrai problème, c'est qu'on n'a pas un bon effectif.
Voilà, on va s'arrêter sur ce sujet. On va continuer dans nos prochaines éditions à toujours discuter football. Mais pour l'instant, on va parler de la deuxième division dont la phase allait a pris fin hier vendredi avec le lot des rencontres Maranatha FC dans la poule A et Semansi FC dans la poule B qui terminent en tête de leur poule respective. Et donc, voici les résultats issus de cette septième journée. Dans la poule A, Ifodien FC et Agaza FC se sont neutralisés, 0 but partout. Même score entre JCA et Ange FC. Match nul également entre Maranatha FC et Dito FC et un but partout. Ils ont fait un but partout. Arabia et FC a battu Asfosa 2 buts à 0. Dans la poule B, US Kosa a battu TAC 2 buts à 1. Fouadan FC et Bikenti FC ont fait match nul, un but partout, 0 à 0 score à la fin de Kakad FC Agua FC. Un match interrompu, ce match-là a été interrompu en raison d'intempéries avec aucune équipe n'ayant pu marquer avant l'arrêt du jeu. Donc enfin, Koroki Metete a battu 1 but à 0. C'est moi si FC au classement après la 7e journée. Dans la poule A, on a Maranatha FC 13 points avec plus 4. Deuxième Dito FC 12 points plus 1. Troisième Ifodien FC 11 points plus 3. Quatrième Arabia FC 10 points plus 3. Cinquième Asfosa 7 points plus 0. Sixième Agua FC 6 points moins 1. Septième JCA 6 points plus 3. Huitième Ange FC 6 points moins 5. Dans la poule B, on a en première position Semansi FC 14 points plus 5. Deuxième US Kosa 14 points plus 3. Troisième Koroki Metete 13 points plus 3. Quatrième TAC 12 points plus 2. Cinquième Fouadan FC 8 points moins 1. Sixième Kakad FC 7 points plus 0 avec un match en retard. Septième Agua FC 4 points moins 4 et un match en retard également. Huitième Bikenti FC 1 point moins 9 si je ne me trompe pas. Voilà, coach, la phase allée de cette deuxième division qui a pris fin vendredi. Oui, il faut saluer quand même au niveau de la poule A, c'est-à-dire que Maranatha, depuis la première journée, a été constant parce que Maranatha, depuis la première journée avec la victoire, a occupé sa première place et jusqu'à la fin, elle a maintenu cette première place. Il faut aussi saluer aussi la montée de Dito parce que Dito a raté son premier match. Oui, les premières journées, il y a eu un réveil. Le staff technique de Dito s'est retrouvé et a fait un bon travail. Je salue de passage le coach Patumbi et puis le coach Difezi qui sont en train de faire un bon travail parce que c'est pas facile. On sait comment l'année passée, comment Dito a eu de sérieux problèmes, mais en deuxième division, je pense qu'ils sont retrouvés pour se relancer. Au niveau de la poule B aussi, il faut féliciter aussi Semansi qui a fait aussi une bonne compétition aussi avec le coach Olufade. Qui a tenté de faire un bon travail parce que ce n'est pas facile de travailler dans des conditions comme ça, mais il a réussi à trouver un effectif qui commence par motiver et malgré malgré qu'ils sont en deuxième division, le public est derrière qui accompagne ce club-là et ça donne encore beaucoup de motivation. Je pense que le public de Semansi, on doit les décerner sinon, ils font un bon travail là-bas. Peu importe, ils sont là. Ils sont là, parce que vous savez, Semansi, ce n'est pas un simple club. Semansi, c'est une tradition. Et ça fait que quand on donne le nom Semansi, ça les appelle en même temps. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi la qualité de ce club-là. C'est pourquoi il faut tout faire pour que le club-là quitte la deuxième division parce que il mérite la première division. Parce qu'il draine le public
Et quand derrière lui, il y a quand même un public motivé qui croit toujours. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont bien revenir. Ils vont revenir pour une fois de bon. Donc, je vais aussi saluer aussi la montée de US COSA aussi. Oui. C'est des jeunes académiciens, c'est des jeunes qui ont la volonté, qui veulent jouer au football. Au début, ça a été très difficile aussi, mais par après, ils ont compris que le championnat qu'ils jouent avec, dans le centre, ce n'est pas le même championnat qu'on joue en deuxième division. Il y a eu un peu de prise de conscience et puis, comment dirais-je, ils ont progressé, ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est à saluer. Donc je pense que la deuxième division, ça promet aussi, parce que quand tu vois les classements, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein? Oui. Donc, en sorte que la phase retour sera encore très, très difficile. Un match gagné, on peut aller très loin. Un match perdu aussi, on peut aller au fond. Donc, j'espère qu'un travail doit être bien fait dans les trêves là pour que chaque équipe, surtout les équipes qui ont envie de monter en première division, doivent beaucoup travailler, renforcer et trouver aussi les moyens pour motiver ces jeunes-là. Parce qu'il faut l'argent. Oui. C'est l'argent. Il faut, quoi qu'on dise, on ne peut pas... Devant l'argent, on ne peut pas faire trop fair play. Il faut l'argent pour que ces jeunes-là jouent et gagnent leur vie et encore faire le résultat. Et là, on va encore trouver un bon championnat. Donc, c'est vraiment important. La deuxième division est très animée. Oui. Il n'y a pas très de différence. Quand tu vas un match de deuxième division et tu vas un match de première division, il n'y a pas de différence. Hein, parce qu'il y a les clubs, les mêmes clubs, c'est presque les mêmes joueurs, les mêmes coachs. Donc, le niveau est vraiment acceptable pour cette saison-là. Oui, Roméo, on retient quoi, ou bien vous retenez quoi de cette phase aller qui s'est achevée vendredi? Non, je dirais tout simplement que la hiérarchie se fait respecter, parce que ne serait-ce qu'un club comme l'Étoile Filante, on a vu comment il a souffert avant quand même de revenir en première division, et voir ces Massy aujourd'hui qui ne se sent pas sa place en deuxième division. Je pense quand même que oui, Olufade est en train de faire un très bon travail, un travail de titan là-bas pour pouvoir ramener quand même ces Massy en première division. Maranatha également, oui, qui a compris qu'il faut hausser le ton et retrouver. Moi, c'est un club qui m'a beaucoup enfin, j'étais pas fan, j'étais pas supporter de Maranatha, mais quand je les vois jouer, j'ai commencé quand même par regarder, bien sûr, j'ai commencé quand même par suivre cette première division là avec les clubs comme Maranatha, et c'est regrettable de parler de ce club là aujourd'hui comme un club de deuxième division. Et donc je pense qu'ils ont fait une très très bonne première partie de saison. Maintenant, la deuxième phase va être aussi déterminante, comme le coach vient de le dire. Et c'est là où il faut être beaucoup plus endurant, il faut être beaucoup plus constant. Ils l'ont déjà prouvé. Je prie seulement pour que la fatigue ne gagne pas les corps, pour qu'il n'y ait pas de blessures, pour qu'il n'y ait pas de départ dans cette trêve-là. Et voilà, permettre à cette équipe de Palimé de remonter en division élite. Les rideaux, je le disais tantôt, dans le début du magazine, les rideaux sont tombés sur les championnats sportifs de l'université édition 2025. En finale disputée hier vendredi, la faculté des sciences de l'homme et de la société FSHS a pris le dessus sur son homologue des lettres, langues et arts, la FLA, 1-0. Le résumé de la partie, c'est avec Sergine Raimondo. Finale de football masculin des championnats sportifs Université de Lomé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Nachaba, et son homologue de l'enseignement technique et professionnel, Isaac Chiakpe, ne se font pas compter l'événement. Après sa défaite en match d'ouverture 1-2 face à la faculté de droit, champion sortant, la faculté des sciences de l'homme et de la société a repris du poil de la bête et succède aux juristes. Et pourtant, la FSHS devait se défaire d'une formation de la faculté des lettres, langues et arts très habile, dotée d'une solide défense, en plus d'un gardien très en place dans ses cages. Toutes les tentatives des scientifiques seront neutralisées en première période. Le scénario est identique chez les linguistes qui pêchent dans la surface des buts. Et puisqu'une finale se gagne, il fallait faire la différence. Sur une erreur de l'adversaire,
La FSHS bénéficie d'une occasion en or en début de deuxième période. Un coup franc brillamment exécuté par Fazal Koumeyi qui fait ainsi plier le match et offre la victoire à sa formation, 1-0. Je suis fier de moi et fier de donner la victoire à mon équipe. Bon, malgré que j'ai raté beaucoup d'occasions, j'ai pu reconcrétiser mes erreurs. Sans les 11 joueurs, une seule personne ne peut pas jouer. Donc, même si je n'étais pas là, je sais que l'équipe, j'ai confiance en l'équipe, je sais qu'ils vont rapporter la victoire. On ne peut pas dire qu'on est déçu. On n'a pas démérité quand même, mais je pense que l'équipe adverse a pris le dessus. Donc, ils ont le droit de remporter ça. Sincèrement, notre milieu n'a pas répondu. Parce que c'était leur jeu, ils jouaient directement sur une seule personne. Si notre milieu avait su garder le ballon pour nous, on aurait les déstabilisés et faire quelque chose de mieux. En plus, les seules occasions qu'on a trouvées, on n'a pas su les concrétiser, donc ça a payé cash. Les championnats sportifs démontrent l'importance du sport dans la vie universitaire, non seulement pour la santé physique, mais aussi comme un vecteur d'intégration. Nous avons eu 3 semaines de jeux et émaillés de divers sports, leur permettant de forger leur esprit dans le travail collectif, alors que généralement en classe, c'est des travaux individuels. Donc, ils sont formés dans tous les plans pour avoir donc un corps sain, avec un esprit sain pour pouvoir évoluer. Donc, le bilan est positif et nous n'arrêterons pas ces jeux-là pour permettre à nos étudiants d'être ensemble avant tout et puis de transpirer. Voilà. La compétition se referme sur une note positive avec des athlètes qui ont gagné en expérience et dont les performances personnelles et collectives se sont vues améliorées. Voilà, à noter que la finale a été couplée de la traditionnelle cérémonie de remise de prix et de trophées aux différentes équipes participantes. Un sujet que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. Oui, Roméo, la boucle a été bouclée pour ces championnats sportifs de l'université de Lomé hier. Oui, ça fait bizarre qu'on ne parle plus de la FASEG quand il s'agit du championnat universitaire, parce que c'est cette faculté-là qui a tellement dominé. Ce championnat-là, on se rappelle, nous, on n'existait même pas, on ne faisait même pas le poids. Et oui, mais quand ça varie comme ça montre combien de fois les autres aussi se préparent, ça montre aussi un peu le niveau des autres, et ça fait véritablement plaisir. Je pense quand même que aussi, c'est là où il faut saluer aussi la vision des autorités de l'université qui ont quand même permis à ce que ce championnat-là devienne aujourd'hui quelque chose de très très attractif qui implique beaucoup plus la jeunesse, parce qu'entre-temps, on se rappelle, sur ce terrain, vous y allez, vous n'avez même pas de place, quoi. Vous êtes loin sous un arbre et en train de regarder ce qui se passe. Mais là, maintenant, on est beaucoup plus impliqué et c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que oui, pour les éditions qui vont encore venir, ça va susciter encore beaucoup plus d'engouement, surtout sur ce terrain synthétique, bien vert, bien garni, et voilà, belle victoire. Ce n'est plus le terrain rouge comme on a l'habitude de l'appeler dans le temps. Oui, coach, oui. C'est une bonne chose. L'université, c'est normal, il doit avoir au-delà d'être le temple du savoir, les élites, c'est des extras, des stars. Je pense que ça a été une bonne chose aussi de leur donner la chance aussi de se cultiver et puis de se défouler aussi à travers le sport. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis ça a été aussi bien organisé. Il y a un peu de la science, parce que je salue de passage Diboma Espoir, qui est chef sport, et avec tout son comité d'organisation. Donc je pense que c'est une bonne chose, et ça permet aussi aux entraîneurs aussi d'aller aussi dénicher aussi les talents, parce que plusieurs fois nous avons eu l'occasion de sélectionner
des joueurs aussi à travers ce genre de compétition. Il y a des exemples à la fédération qui sont passés par ces championnats. Bien sûr, moi j'en connais plusieurs de la FASEG qui ont joué Je dis à la fédération, à la sélection. Donc c'est une bonne occasion. Je pense qu'au niveau de la FASEG, comme le dit mon frère, c'est souvent quand il y a trop de monde aussi, il y a confusion, on ne sait pas qui il faut, parce qu'ils sont tellement nombreux. Il y a beaucoup de joueurs là-bas, ce n'est pas les joueurs qui manquent, mais peut-être la sélection a manqué. Il y a beaucoup de joueurs, souvent ratent le choix. Sinon, quand on est trop nombreux, il y a beaucoup de joueurs aussi, ça piège aussi l'équipe. C'est ça. C'est toujours la sélection de l'université. Dans plusieurs années, ils ont quand même fait de leur mieux, mais cette fois-ci, il y a aussi des joueurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens aussi, il y a des organisations. Et puis, vous savez, dans chaque faculté maintenant, c'est devenu, comment dirais-je, une motivation. Tout le monde veut parler, tout le monde veut faire parler de sa faculté, tout le monde veut faire parler de sa spécialité. Vous voyez, quand on définit les choses, on l'entend. Donc, il faut être là-bas pour connaître qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais à travers le football déjà, ils développent, ils nous donnent déjà des informations sur leur faculté. Donc, c'est devenu. Et puis, au niveau des autorités aussi, il y a une motivation. Depuis les premiers matchs, tout le monde, ils arrivent malgré leur agenda très chargé. Ils sont là pour soutenir, aller jusqu'au bout. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même mettre les moyens aussi. Je pense qu'en mettant les moyens aussi, on peut encore avoir du beau football comme les infrastructures, parce que ce terrain-là, il y a de quoi avoir un bon football, parce que le terrain est très professionnel, le terrain est bien réussi, avec des mesures très propres. Donc je pense qu'il faut maintenant développer ce football-là. Maintenant, s'il y a encore des suggestions qu'il faut faire sur ce terrain, il faut préparer les vestiaires, parce que ce terrain manque de vestiaires. Il faut préparer. Je pense que ça demande encore un autre budget, mais il faut quand même le faire. Il faut des vestiaires, peut-être il y a des tribunes, parce que ça permet aussi d'organiser aussi des grands matchs à partir du moment où ça ne peut pas être vraiment que le match des universitaires. Il faut que ça soit aussi l'occasion pour attirer le public d'aller vers l'université aussi. Avec le championnat civil, on pouvait louer le terrain. La fédération peut même programmer des matchs là-bas, parce que ça permet aussi, parce qu'on ne peut pas faire un terrain comme ça et ne pas avoir aussi un marketing autour, parce qu'on a mis des moyens pour faire ce terrain-là, sans pas être que... Voilà, donc il faut aussi mettre ça dans les normes pour permettre au terrain, pour permettre à l'organisation d'avoir d'autres sélections, d'autres équipes qui viennent louer pour jouer, pour avoir aussi des ressources aussi, pourquoi pas, parce que l'université mérite plus de 3-4 terrains. Si on pouvait, à partir de ce premier-là, continuer à d'autres terrains, pourquoi pas faire aussi je ne sais pas si le terrain fait la nuit, c'est important aussi de trouver un terrain qui fait la nuit. Quand vous arrivez à Accra, au niveau de l'université de Legon, vraiment c'est un terrain de 30 000 places, tout est là-bas, professionnel, il y a même les projecteurs, la CAF organise, la FIFA organise un match là-bas, et c'est l'université qui gagne, parce que c'est le stade de l'université, c'est l'université qui organise, qui loue le stade à la fédération, et ça fait rentrer aussi des sous, et je pense que ce n'est que le début. Il faut quand même penser à ça pour que dans les jours à venir, que l'université soit vraiment un centre culturel et sportif aussi. Merci coach pour ces apports. À rappeler que c'est plus de 800 athlètes issus de 15 établissements de l'université en compétition qui ont pris part à ces championnats avec 9 disciplines olympiques, notamment le football hommes et dames, le basketball hommes et dames, le volleyball hommes et dames, le handball hommes et dames, le tennis de table, le taekwondo, l'athlétisme hommes et dames, le karaté et la danse sportive. Parlons à présent du handball. La gendarmerie nationale sacrée championne du 19e championnat militaire et paramilitaire de handball hommes et dames édition 2025. C'était à l'issue de la finale qui l'opposait au régiment commando de la garde présidentielle RCGP sur un score final de 29-25. Chez les dames, c'était la police nationale qui a remporté la finale au détriment de la gendarmerie nationale battue 19-17. Regardez. Le régiment commando de la garde présidentielle RCGP
ne soulèvera pas le trophée du championnat militaire et paramilitaire de handball hommes et dames pour la deuxième fois. À la finale de cette 19e édition de la compétition, les Verts de la garde présidentielle n'ont pas pu réitérer l'exploit de la demi-finale face à la police nationale. Menant les débats dès l'entame du jeu, les champions en titre se sont fait rattraper à 2 reprises avant d'être défaits par la gendarmerie nationale sur un score de 29-25. Chez les dames, la finale a opposé la police nationale à la gendarmerie nationale. Contrairement aux hommes, les dames ont fait honneur à la police nationale en venant à bout de leurs homologues gendarmes 19-17. Occasion pour le représentant du chef d'état-major général des forces armées togolaises de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État grâce à qui cet événement a eu lieu. Qu'il me soit permis d'exprimer mes vives gratitudes au chef des armées, son Excellence Faure Essozouna Gnassingbé, président de la République, promoteur du sport dans notre pays et plus particulièrement du sport militaire au sein des unités des forces de défense et de sécurité. En acceptant l'organisation de ce championnat, le chef de l'État, par sa clairvoyance, démontre son attachement à l'efficacité opérationnelle et à la consolidation des relations armées-nation au moment où notre pays fait face au terrorisme dans sa partie septentrionale. Chers amis sportifs, durant 2 semaines, nous avons assisté à des rencontres de haut niveau. J'en veux pour preuve les finales qui viennent de se dérouler sous nos yeux. Nous avons été agréablement surpris du niveau technique élevé des matchs. Les actions spectaculaires que nous avons observées ici et là sont les signes probants que le handball militaire se porte bien. Nous, handballeuses et handballeurs, nous ont livré des prestations dignes et honorables. La police nationale, unité en charge de l'organisation de ce 19e championnat, s'est félicitée de sa réussite et de l'engagement de chacune des équipes participantes. Les 2 finales ont pris fin par la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux différents acteurs, notamment à l'équipe Fair Play, le 4e RAI, à la police nationale, classée 3e, au vice-champion, le RCGP et la coupe à la gendarmerie nationale. Du handball, passons au volley. Après 10 ans d'interruption, le championnat scolaire de volleyball du Grand Lomé a repris samedi dernier au stade Omnisport de Lomé. 6 établissements du secondaire en garçons et filles y participent. À l'ouverture, le lycée français de Lomé a pris le dessus sur son homologue de Tocoin chez les dames de 7-1. Tiens, Piotouba pour le reportage. Avec ce coup d'envoi donné par le directeur régional des sports du Grand Lomé, à Capo Isola, le train du championnat scolaire de volleyball démarre. À son bord, dans la ligue du Grand Lomé, 6 établissements du secondaire, les lycées de Tocoin, de Djaranawe, d'Atiégou, français de Lomé, d'enseignement technique et professionnel d'Atiégou et le siège de Tocoin Nord. D'entrée, le lycée français domine le lycée de Tocoin chez les dames de 7-1. Le premier set, très disputé, se termine sur le score de 25-22 en faveur des lycéennes françaises. Mais non inspirées au deuxième jeu, ces dernières se font avoir et concèdent la débâcle 13-25, soit 12 points d'écart. Puis le tie-break, où elles ressurgissent avec une fougue victorieuse 15-12. Ce n'est pas tant la victoire qui importe. Le volley, c'est un sport que j'apprécie beaucoup et ce championnat, ça a été une chance pour moi de pouvoir m'entraîner, de m'exercer. Le plus important, c'est de pouvoir performer et d'être plus forte. Et c'est ce que veut la Fédération togolaise de volleyball
qui a pour objectif de préparer la relève. Nous saluons, nous remercions vivement Madame la ministre des Sports, grâce à qui le volleyball a été intégré dans le processus du championnat scolaire cette année. La particularité, c'est que les établissements scolaires qui ne se sont pas engagés aujourd'hui regrettent et viennent vers nous pour voir comment on pourra les aider pour que l'année prochaine, déjà, ils puissent s'engager. Il y a aussi un autre point très important, c'est le nombre d'engagements. On a eu pratiquement une cinquantaine d'engagements chez les filles et les garçons. C'est quand même énorme. Après le foot, c'est le volley qui vient. Et nous, ça nous conforte, ça nous réjouit. Et on doit pouvoir continuer le travail. On ne va pas s'arrêter au championnat scolaire. On doit pouvoir commencer déjà par détecter les meilleurs pour pouvoir les regrouper. Après la détection et le regroupement des talents, il faut évidemment des mesures d'accompagnement. Le ministère des Sports et des Loisirs s'est résolument engagé à vouloir accompagner toutes les disciplines sportives. Mais en l'occurrence, pour le volleyball, le ministère met en place une stratégie pour reconstruire le volleyball à travers les championnats scolaires, en mettant en place les moyens subséquents, tels que les jeux de maillot, les ballons et même la construction donc, des infrastructures. Ainsi démarré dans le Grand Lomé, le championnat scolaire de volleyball va se poursuivre dans les autres ligues régionales du pays. Et ce championnat scolaire de volleyball, comme tout autre championnat, a forcément de l'impact sur la préparation de la relève. Découvrons-le dans ce dossier, toujours avec Putba. Le championnat scolaire de volleyball rassemble les jeunes des deux sexes issus des collèges et lycées du Togo. Cette compétition, au-delà de son caractère sportif, permet à cette jeunesse relève de demain de mieux se préparer dans tous les sens. On est dans un club surnommé UNSF. Mon désir, c'est d'intégrer l'équipe nationale. Au début, j'étais timide avec le championnat. Je me suis rendue heureuse. Ça m'a permis de sortir de la maison, de me mettre à l'aise, de me faire des amitiés avec les gens. J'ai vaincu ma timidité aussi. Ça permet d'améliorer mes capacités aussi, de savoir ce que je ne sais pas bien faire, de bien les améliorer et d'apprendre d'autres techniques que je verrai chez les autres. Véritable aubaine pour la Fédération togolaise de volleyball. À travers ces championnats, d'abord, première des choses, d'aller à la découverte des talents. Ensuite, si on arrive à les découvrir, de faire ne serait-ce que peut-être une sélection à tous les niveaux, que ce soit au niveau inspectoral, que ce soit au niveau régional, et après, pourquoi pas au niveau national, pour qu'on puisse de temps en temps rassembler ces talents pour le futur du sport togolais. Une projection parmi tant d'autres. En octobre 2026, il y aura les Jeux olympiques de la jeunesse. Si on s'y prend sérieusement, on pourra trouver déjà des joueurs capables de défendre les couleurs du Togo aux Jeux olympiques de la jeunesse qui réuniront des joueurs âgés de moins de 18 ans. Et donc, ceux qui participent à ce championnat scolaire sont dans cette tranche d'âge. Cette jeunesse qui reste une immense mine à exploiter par le sport togolais. Jeudi 20 mars dernier, Kirsty Coventry, la Zimbabwéenne, a été élue présidente du Comité international olympique CIO, une première dans l'histoire du CIO. Découvrons son portrait dans ce dossier de Sergine Raimondo. Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th President of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry. Un seul tour a suffi pour que la septuple médaillée olympique de natation, par ailleurs ministre zimbabwéenne des Sports, décroche une majorité absolue de 49 voix. À l'issue du vote à huis clos, les 109 membres du Comité international olympique ont élu Kirsty Coventry pour un mandat de 8 ans renouvelable une seule fois pour 4 ans supplémentaires. À 41 ans, l'ancienne nageuse a d'abord connu une longue et glorieuse carrière dans le sport en remportant notamment 7 médailles olympiques, dont 2 en or en 5 éditions. La sportive a par la suite
évolué en politique en tant que ministre des Sports de son pays depuis 2018. Première femme à la tête du Comité international olympique et première africaine, Coventry incarne le symbole de la féminisation croissante du monde olympique. Entrée au CIO en 2013, elle a présidé la commission des athlètes, siège depuis 2018 à la commission exécutive et dirige la commission de coordination des JO 2032 de Brisbane en Australie. À ce jour, le Comité international olympique compte 43 femmes. Outre son action attendue sur le modèle économique du CIO et son impact climatique, la nouvelle présidente devra aussi attribuer les JO d'été de 2036 aux prochains candidats que sont l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Hongrie, le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Oui, Roméo, voilà une femme à la tête du CIO, une première dans l'histoire de cette organisation. Oui, c'est un gros défi. C'est un gros défi qui attend Coventry. Quand on connaît un peu, elle aussi, son parcours dans la natation et jusqu'à arriver à ce niveau, je pense que c'est une femme qui est tellement investie. Moi, c'est après cette élection que je suis encore d'ailleurs, parce que je la connaissais certes, mais je suis encore allé fouiller un tout petit peu, voir un peu son parcours, tout ça. C'est une femme qui est vraiment dense et qui milite beaucoup aussi également pour que les femmes soient beaucoup plus représentées dans le sport. Je pense que déjà, cette idée, elle va quand même pouvoir l'apporter au niveau du CIO et permettre aussi quand même peut-être à l'Afrique d'avoir une certaine visibilité au niveau du CIO, se fait peut-être bien représenter. Je pense que oui, cette femme comme la Sénégalaise qui entre-temps a été entrée à la FIFA, voilà, c'est une réussite pour l'Afrique. Et quand on voit des gens comme ça qui parce que c'est pas une place volée. En même temps, elle n'est pas une novice dans le comité. Dans l'olympisme, bien sûr. Depuis 2013 qu'elle est dans les rouages du CIO. Et donc, elle a présidé des commissions, elle était à la tête des commissions et tout ça. Donc, je pense quand même que c'est une réussite, non seulement pour l'Afrique, mais aussi surtout pour le Zimbabwe, et pour les femmes aussi d'ailleurs, et pour les athlètes. Oui, coach. Il faut donner de l'opportunité aux femmes aussi pour qu'elles... Moi, je me dis que ce n'est pas aussi du hasard, parce qu'elle a travaillé, elle avait une vision. Et suite à ça, aujourd'hui, elle a mérité cette nomination. Moi, je pense que tout le monde doit avoir ce genre de vision et autour de cette vision, maintenant, se préparer avec le travail. Tu vois, elle est déjà ministre, ça veut dire que dans son pays déjà, elle a déjà commencé par démontrer de quoi elle est capable. Il y a de quoi être honorée encore sur le plan international. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, elle doit tout faire pour relever les défis parce que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pas facile. CEO, c'est quand même... C'est un gros lot. Un gros morceau. Il faut quand même qu'elle fasse de telle sorte qu'il y ait de bons résultats aussi et puis intégrer aussi d'autres femmes qui veulent venir. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu difficile parce qu'elle doit tout faire pour relever ce grand défi-là. Sinon, tout va bien. Sinon, elle va quand même réussir, mais elle a besoin de travailler encore pour relever ce défi-là. 41 ans, elle n'est pas âgée. Elle n'est pas âgée. Elle a tout le temps pour faire asseoir sa politique. Voilà, le temps est parti. Ce magazine est pratiquement fini. Roméo, merci. Merci beaucoup Sonia, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Je pense que pour la prochaine invitation, je vais répondre Capitaine Brassard. Voilà, des coucous à faire à des gens. Oh non, salut à tous ceux qui nous ont suivis. Excellent week-end à tout le monde. Voilà, coach, merci. Oui, merci aussi. Je salue aussi mon frère au niveau le coach Bonfo, le coach de Asbina. Je le salue de passage. Aribiao, et je lui demande beaucoup de courage pour tout ce qu'il fait. Je salue aussi ma maman, Akara, Azia Mounifa, je la salue aussi. Et je souhaite aussi bonne fête à toute la famille. Et aussi, je profite de l'occasion aussi pour demander à tous les sportifs, à tous les footballeurs de se relever, de se lever
et se battre pour relever le défi de notre football. Parce que quoi qu'on dise, c'est notre métier, c'est notre travail. On ne peut pas abandonner, on ne peut pas aussi arrêter. Il faut tout faire pour relever ce football-là. Et c'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas aussi le ministère, c'est tout le peuple togolais qui doit s'unir, qui doit se relever, qui doit se lever pour penser à ce football-là. Parce que on dirait que le parti politique le plus populaire, c'est le football. Oui. Qui nous unit. Donc on a besoin de ça pour évoluer. Donc il faut tout faire pour relever ce défi-là. Merci. Merci coach. À travers vous, disons, bonne fête en anticipation à toute la communauté musulmane du Togo et partout ailleurs dans le monde. Voilà, amis sportifs, c'est tout pour Sport et Détente de ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine.